Elle a tout eu, la beauté, le pouvoir, l'amour du plus grand roi d'Europe. Pendant 13 ans, cette femme a régné sur Versailles comme une reine sans couronne. Louis XIV lui a donné 7 enfants, des millions de livres, un palais dans le palais. Mais en 1680, tout s'effondre. Une enquête s'ouvre à Paris. On arrête une empoisonneuse. Sous la torture, elle parle. Des noms surgissent, des secrets remontent à la surface. Et soudain, l'impensable. Le nom de la favorite du roi apparaît dans les procès-verbaux. Messe noire, sorcellerie, poudre d'amour, peut-être même tentative d'empoisonnement du roi lui-même. Louis XIV découvre l'horreur. La femme qui partageait son lit a fréquenté les plus sombres recoins de Paris pour le garder, pour ne jamais le perdre. Alors le roi fait un choix que personne n'aurait imaginé, un choix qui va la détruire sans jamais la condamner, un choix qui va l'enfermer vivante dans les murs dorés de Versailles, parce que ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire est bien plus terrifiant que tout ce que vous pouvez imaginer. Et la vérité, enfouie pendant des siècles, va vous montrer jusqu'où une femme peut tomber quand elle a tout à perdre. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les secrets enfouis de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que les livres d'école ne vous disent pas, je vous le raconte ici. L'histoire commence maintenant. Versailles, janvier 1680. Les jardins sont recouverts de givre. Dans la galerie des glaces, une femme marche seule. Elle a 40 ans, et malgré les années, sa beauté reste saisissante. Ses robes valent des fortunes. Ses bijoux brillent de 1000 feux. Son appartement compte 20 pièces. Elle a donné 7 enfants au roi de France. Elle est Françoise Athénaïs, de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Et ce soir, elle sait que tout est en train de s'écrouler. 13 ans plus tôt, cette femme était déjà à Versailles, mais elle n'était qu'une dame d'honneur de la reine, mariée à un noble de province, presque invisible dans la foule des courtisans. Pourtant, elle avait un plan audacieux, impossible même, séduire le roi, devenir sa favorite, prendre la place de Louise de la Vallière, celle que Louis XIV aimait alors avec passion. À l'époque, personne ne lui donnait la moindre chance. Louise de la Vallière était douce, timide, profondément amoureuse. Le roi semblait heureux, mais Montespan possédait des armes que la Vallière n'avait pas. Son intelligence était redoutable, son esprit brillait dans les salons, sa conversation enchantait, et sa beauté, selon tous les témoignages de l'époque, était absolument parfaite. La princesse palatine, qui n'aimait pourtant pas Montespan, écrira dans ses mémoires. Elle était d'une beauté parfaite. Elle commandait au roi comme une épouse légitime, et parfois même davantage. Un autre courtisan notera, quand elle entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers elle. Elle irradiait une puissance que même la reine n'avait pas. En 1667, l'impossible se produit. Louis XIV tombe amoureux de Montespan, follement, totalement. Il délaisse Louise de la Vallière. Il installe Montespan dans les plus beaux appartements du château. Il lui offre des fortunes. Il lui donne des enfants qu'il finira par légitimer. Et surtout, il l'écoute sur les nominations à la cour, sur les décisions politiques, sur les choix diplomatiques. Pendant 13 ans, Montespan règne. Elle n'est pas reine, mais elle a plus de pouvoir que la reine elle-même. Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse officielle de Louis XIV, est reléguée au second plan. C'est Montespan qui décide qui obtient une charge, qui reçoit une pension, qui est admis dans le cercle du roi. Les ambassadeurs étrangers viennent la saluer. Les ministres cherchent son soutien. Les artistes lui dédient leurs œuvres. Ses revenus annuels dépassent les 2 millions de livres. Pour vous donner une idée, un ouvrier de l'époque gagne environ 300 livres par an. Montespan possède des châteaux, des domaines, des rentes sur toute la France. Elle emploie des centaines de domestiques. Ses robes sont brodées d'or et de pierreries. Ses repas sont des festins, dignes d'un roi. Mais il y a un problème que Montespan connaît depuis le début.
La faveur royale ne dure jamais éternellement. Louis XIV est un homme puissant, entouré des plus belles femmes de France. Et Montespan vieillit. À 40 ans, à l'époque, une femme est déjà considérée comme âgée. Les rides commencent à marquer son visage. Son corps, après 7 grossesses, n'a plus la perfection de sa jeunesse. Et puis, il y a cette autre femme, Françoise d'Aubigné, veuve Scarron. En 1676, Montespan l'a elle-même fait venir à Versailles pour s'occuper de ses enfants illégitimes. C'était une décision pratique. La veuve Scarron était pauvre, discrète, pieuse. Elle ne représentait aucune menace. Ou du moins, c'est ce que Montespan croyait. Mais très vite, quelque chose change. Le roi commence à passer du temps avec Madame Scarron. Pas pour la séduire, au début, du moins. Il vient voir ses enfants, il reste discuter, il apprécie sa conversation calme, son intelligence posée, son absence de caprice. Avec elle, pas de scène de jalousie, pas d'éclat, pas de drame, juste une présence apaisante. Montespan sent le danger. Elle voit les regards du roi. Elle remarque ses absences. Elle entend les murmures de la cour. Le roi se lasse, disent donc les courtisans. Il cherche autre chose, ajoutent les dames de la cour. Madame de Montespan a fait son temps. La panique s'installe. Tout ce pourquoi elle a combattu, tout ce qu'elle a construit pendant 13 ans, tout ce pouvoir, toute cette gloire, tout cet or, tout risque de disparaître. Elle sera rejetée comme Louise de la Vallière l'a été. Elle finira ses jours dans l'ombre, peut-être dans un couvent, oubliée, humiliée, déchue. Montespan ne peut pas l'accepter. Elle ne veut pas l'accepter. Elle fera n'importe quoi pour garder le roi. N'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Mars 1679, à Paris, loin des fastes de Versailles, la police du roi arrête une femme. Elle s'appelle Catherine Deschey, mais tout Paris la connaît sous le nom de la Voisin. C'est une devineresse, une vendeuse de poudre, une femme que l'on consulte pour résoudre des problèmes délicats, des problèmes d'amour, des problèmes d'héritage, des problèmes qui nécessitent parfois la disparition de quelqu'un. La Voisin est riche, très riche. Elle vit dans une grande maison du faubourg Saint-Denis. Elle reçoit des dizaines de clients chaque jour, et pas n'importe quel client. Des nobles, des bourgeois, des gens importants qui viennent chercher des solutions que la morale et la loi interdisent. L'enquête commence. Le roi a ordonné la création d'une chambre spéciale pour juger cette affaire. On l'appelle la chambre ardente, à cause des torches qui éclairent les séances tenues la nuit. À sa tête, Nicolas de la Reynie, le lieutenant général de police de Paris, un homme rigoureux, incorruptible, méticuleux. Les interrogatoires débutent. Sous la question « La Voisin parle ». Elle parle beaucoup. Elle donne des noms, des dizaines de noms, des centaines de noms. L'aristocratie française découvre avec horreur que certains de ses membres les plus respectables ont fréquenté cette femme pour des filtres d'amour, pour des poudres de succession, pour des messes noires. Oui, vous avez bien entendu, des messes noires, célébrées par des prêtres défroqués, dans des caves sombres de Paris, sur le corps de femmes nues, avec des invocations au diable, avec des sacrifices d'enfants nouveau-nés. Louis XIV est horrifié, mais il ordonne à la Reynie de continuer. Il veut la vérité, toute la vérité. Il veut savoir jusqu'où va cette corruption, jusqu'où descend cette pourriture qui ronge son royaume. Et c'est là que tout bascule. Juillet 1680, la Voisin, sous la torture, prononce un nom que personne n'attendait, un nom qui va tout changer. Madame de Montespan. Quand Nicolas de la Reynie lit ce nom dans le procès-verbal, il reste figé. Madame de Montespan, la favorite du roi, la mère de 7 enfants royaux, la femme la plus puissante de France après la reine. Ce nom ne peut pas apparaître dans cette enquête. C'est impossible, c'est impensable, mais les témoignages continuent, ils s'accumulent, ils se précisent, et la Reynie comprend qu'il n'a pas le choix, il doit informer le roi.
Immédiatement, imaginez la scène. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe, reçoit ce rapport dans son cabinet privé. Il lit, et au fur et à mesure qu'il avance dans les pages, son visage se transforme. La stupeur, l'incrédulité, puis l'horreur. La voisine affirme que Madame de Montespan est venue la voir pour la première fois en 1667, exactement l'année où elle a séduit le roi. Ce n'est pas un hasard. Montespan voulait des poudres d'amour, des filtres pour attirer l'attention de Louis XIV, pour le détourner de Louise de la Vallière, pour le rendre fou d'elle. Mais ce n'est que le début. D'autres témoins sont interrogés. Un prêtre défroqué, l'abbé Guibourg, un homme sinistre décrit par les témoins comme ayant le regard du diable lui-même. Sous la question, il confirme tout. Ouais, il a célébré des messes pour Madame de Montespan, des messes noires, des messes sacrilèges. Les détails qu'il donne sont glaçants. Montespan se rendait dans une maison discrète de Paris. Elle s'allongeait sur une table, nue. Guibourg officiait au-dessus d'elle. Il prononçait des invocations au diable. Il demandait que Louis XIV oublie toutes les autres femmes, qu'il n'ait Dieu que pour Montespan, qu'il lui donne tout, qu'il l'aime pour toujours. Dans ces messes, on sacrifiait des nouveau-nés. Leur sang était versé dans un calice, mélangé au vin de la messe. Guibourg prétend que Montespan buvait ce mélange pour sceller le pacte avec les forces obscures. Vous vous demandez peut-être si tout cela est vrai. Les historiens débattent encore aujourd'hui. Certains pensent que ces accusations étaient exagérées, arrachées sous la torture. D'autres estiment qu'il y a trop de témoignages concordants pour que tout soit inventé. Ce qui est certain, c'est que Louis XIV, lui, a cru ces révélations, ou du moins, il n'a pas pu les ignorer. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. D'autres témoins parlent. Ils évoquent des visites ultérieures de Montespan. Pas en 1667. Non, plus tard, beaucoup plus tard. Dans les années 1670, quand elle sentait déjà que le roi se détachait d'elle. Cette fois, ce ne sont plus des poudres d'amour qu'elle demande. Ce sont des poudres de mort, des poisons. Pour qui? Les témoignages divergent. Certains parlent de Louise de la Vallière. D'autres mentionnent Madame de Maintenon, la nouvelle rivale. Mais l'accusation la plus terrifiante, celle qui va glacer le sang du roi, concerne Louis XIV lui-même. Plusieurs témoins affirment que Montespan a demandé à la voisine des poudres pour empoisonner le roi. Pas pour le tuer immédiatement, non, des doses légères, progressives, pour le rendre malade, pour l'affaiblir. L'idée était simple et horrible. Si le roi tombait malade, il aurait besoin de soins constants. Et qui serait mieux placé que Montespan pour s'occuper de lui? Elle pourrait alors contrôler qui le voyait, ce qu'on lui disait, ce qu'il décidait. D'autres témoignages suggèrent une intention encore plus sombre. Si le roi ne revenait pas vers elle malgré tout, alors peut-être valait-il mieux qu'il meure. Mieux vaut un roi mort qu'un roi qui vous abandonne et vous humilie devant toute la cour. La voisine déclare dans ses aveux « Madame de Montespan m'a supplié. Elle disait qu'elle préférait voir le roi mort plutôt que de le perdre au profit d'une autre. Elle m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Elle voulait que je lui fournisse les poudres les plus efficaces. » Est-ce que Montespan a vraiment tenté d'empoisonner Louis XIV? Les poudres ont-elles été utilisées? Le roi a-t-il réellement ingéré du poison? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que le roi a lu ces accusations. Il les a lues en détail, et il a dû se poser cette question terrifiante. La femme avec qui je partage mon lit depuis 13 ans, la mère de mes enfants, a-t-elle vraiment voulu me tuer? Imaginez ce que Louis XIV ressent à ce moment. L'homme qui dort à ses côtés depuis tant d'années. L'homme qui lui a fait confiance. L'homme qui a légitimé ses enfants. L'homme qui lui a donné un pouvoir immense. Cet homme découvre que celle qu'il aimait a peut-être fréquenté des sorcières, participé à des messes noires et tenté de l'empoisonner. Saint-Simon, le célèbre mémorialiste de l'époque, écrira plus tard « Le roi fut frappé d'une horreur profonde.
Il ne pouvait croire que celle qu'il avait tant aimée ait pu descendre si bas. Pendant plusieurs jours, il ne parla à personne. Il restait enfermé dans son cabinet, lisant et relisant les procès-verbaux, comme s'il cherchait une preuve que tout cela était faux. Mais la preuve ne vient pas. Les témoignages continuent. Ils se renforcent. Des dizaines de personnes sont interrogées. 400 au total. 36 seront exécutés. Et partout, le nom de Montespan revient. Encore et encore. À Versailles, Montespan continue d'apparaître aux cérémonies officielles. Elle sourit. Elle porte ses plus belles robes. Elle fait comme si de rien n'était. Mais elle sait, elle devine que la Régnie est en train de tout découvrir. Elle voit les regards du roi changer. Elle sent l'étau se resserrer autour d'elle. Et elle a peur, terriblement peur. Louis XIV se retrouve face à un dilemme impossible. Un dilemme qui va le hanter pendant des mois. D'un côté, il y a la justice. Si les accusations sont vraies, Madame de Montespan a commis des crimes abominables. Sorcellerie, sacrilège, tentative d'empoisonnement. Ces crimes méritent le bûcher. La loi est claire. N'importe qui d'autre serait déjà arrêté, jugé, condamné. Mais Montespan n'est pas n'importe qui. Elle est la mère de 7 enfants du roi. Des enfants que Louis XIV a reconnus. Des enfants qu'il aime profondément. Le duc du Maine, le comte de Vexin, Mademoiselle de Nantes, Mademoiselle de Tours, le comte de Toulouse. Ces enfants portent désormais le nom de France. Ils font partie de la famille royale. Que deviendront-ils si leur mère est traînée devant un tribunal et brûlée, vive en place publique? Et puis il y a la monarchie elle-même. Louis XIV a construit son règne sur une image de perfection. Il est le roi soleil, le monarque absolu choisi par Dieu. Comment peut-il expliquer à la France, à l'Europe entière, qu'il a partagé le lit d'une sorcière pendant 13 ans, qu'il a été aveuglé, qu'il a été manipulé, qu'il a peut-être été empoisonné? Le scandale serait dévastateur. Les ennemis de la France se moqueraient. Les protestants diraient que c'est la preuve de la corruption catholique. Les nobles français perdraient confiance en leur roi. La monarchie elle-même pourrait être ébranlée. La Régnie comprend la situation. Il continue son enquête avec une extrême prudence. Chaque fois qu'un témoignage mentionne Montespan, il le place dans un dossier à part. Un dossier qu'il montre uniquement au roi. Personne d'autre ne doit savoir, pas même les autres magistrats de la Chambre ardente. Pendant ce temps, à Paris, les exécutions se multiplient. La voisine elle-même est condamnée. En février 1680, elle est brûlée vive en place de Grève. Des milliers de Parisiens assistent au spectacle. La voisine monte sur le bûcher en hurlant. Elle essaie de parler, de révéler des secrets, mais on l'en empêche. Les bourreaux sont efficaces. Les flammes s'élèvent rapidement. Que voulait-elle dire avant de mourir? Voulait-elle nommer Montespan publiquement? Voulait-elle révéler d'autres secrets encore plus terribles? Personne ne le saura jamais. La voisine emporte ses dernières révélations dans les flammes. Mais l'enquête continue. D'autres accusés parlent. Ils évoquent des détails encore plus sombres. L'abbé Guibourg donne des précisions atroces. Il décrit les messes noires, célèbres pour Montespan. Il explique comment elle venait déguisée, le visage caché, comment elle apportait elle-même certains ingrédients pour les rituels, comment elle priait les forces obscures de lui donner la victoire sur ses rivales. Un autre témoin, Marie Bosse, empoisonneuse également arrêtée, confirme avoir fourni des poudres à Montespan. Elle décrit les demandes précises de la favorite. Elle voulait que le roi ne puisse plus regarder aucune autre femme. Elle voulait que toute rivale tombe malade ou disparaisse. Elle était prête à payer n'importe quel prix. Les archives de la Chambre ardente, conservées aujourd'hui aux Archives nationales, contiennent ces témoignages. Des centaines de pages, des interrogatoires détaillés, des aveux sous la torture. Et le nom de Montespan, qui revient encore et encore, comme une obsession. À Versailles, la tension devient insoutenable. Montespan sait que le roi sait. Elle le voit dans ses yeux. Louis XIV ne lui parle presque plus. Il ne vient plus dans son appartement. Il évite son regard. Quand ils se croisent lors des cérémonies officielles, il est froid, distant,
presque glacial. Mais il ne l'accuse pas. Il ne la fait pas arrêter. Il ne dit rien. Cette situation est peut-être pire qu'un procès. Montespan vit dans l'angoisse permanente. Chaque jour, elle se demande si c'est le jour où les gardes viendront la chercher, si c'est le jour où elle sera traînée devant la chambre ardente, si c'est le jour où tout sera révélé. La cour observe ce ballet silencieux avec fascination et terreur. Les courtisans murmurent, ils spéculent, ils savent que quelque chose de grave se passe, mais personne ne connaît les détails exacts. Madame de Sévigné, dans sa correspondance, écrit à sa fille « Il se passe des choses étranges à Versailles. La faveur de Madame de Montespan semble éteinte. Le roi la traite avec une froideur qui glace le sang. On parle d'une enquête terrible à Paris. Des noms circulent. Mais personne n'ose rien dire à voix haute. » Pendant ce temps, une autre femme monte silencieusement. Madame de Maintenon, l'ancienne gouvernante des enfants, devient de plus en plus présente auprès du roi. Elle ne cherche pas à séduire Louis XIV de façon classique. Au contraire, elle lui offre quelque chose que Montespan ne peut plus lui donner. La paix, l'apaisement, la pureté. Après les révélations sur Montespan, après la découverte de ses visites chez la voisin, après les messes noires et les poisons, Louis XIV a besoin de se sentir propre à nouveau. Il a besoin de racheter son âme. Et Madame de Maintenon, avec sa piété sincère, avec sa douceur, avec son absence totale de scandale, représente exactement ce dont il a besoin. Le contraste est saisissant. D'un côté, Montespan, la beauté flamboyante, devenue symbole de corruption et de sorcellerie. De l'autre, Maintenon, la veuve discrète, devenue symbole de vertu et de rédemption. Le roi fait son choix, un choix terrible, un choix qui va détruire Montespan sans la condamner officiellement, un choix qui va protéger la monarchie tout en punissant la coupable, un choix qui va changer l'histoire de France. En 1681, Louis XIV ordonne la dissolution de la Chambre ardente. L'enquête s'arrête brusquement. Les dossiers les plus sensibles, ceux qui concernent Montespan et d'autres grands noms de l'aristocratie, sont scellés. 147 documents sont placés dans une cassette spéciale que le roi garde lui-même dans son cabinet. Officiellement, l'affaire est close. Justice a été rendue. Les coupables ont été punis. L'ordre est rétabli. Mais la vérité, tout le monde la connaît à Versailles. Montespan n'a pas été jugé, mais elle est condamnée quand même à quelque chose de pire qu'un procès. La punition que Louis XIV inflige à Madame de Montespan est d'une cruauté raffinée. Il ne l'arrête pas, il ne l'exile pas, il ne la condamne pas publiquement. Non, il fait quelque chose de bien plus terrible. Il l'oblige à rester à Versailles, à vivre dans son palais, à assister aux cérémonies, à sourire, à faire semblant que rien n'a changé, alors que tout le monde sait que tout a changé. C'est une mort sociale, une agonie publique. Montespan garde ses appartements, elle garde ses domestiques, elle garde même ses revenus, du moins une partie. Mais elle perd l'essentiel, elle perd le roi, elle perd son influence, elle perd son pouvoir, elle perd sa raison d'être. Louis XIV ne vient plus jamais dans sa chambre. Jamais. Leur relation intime s'arrête du jour au lendemain. Après 13 ans de passion, après 7 enfants, après des milliers de nuits partagées, le roi tourne la page, définitivement, sans explication publique, sans scène, sans drame. Il arrête simplement de la voir. À la cour, le message est clair. Montespan n'est plus la favorite. Elle n'est plus rien. Les courtisans qui se pressaient devant sa porte disparaissent. Les demandes d'audience s'arrêtent. Les cadeaux ne viennent plus. Les artistes ne lui dédient plus leurs œuvres. C'est comme si elle était devenue invisible. Un courtisan de l'époque écrit dans son journal « Madame de Montespan est devenue une ombre à Versailles. Elle marche dans les couloirs comme un fantôme. Les gens détournent le regard quand ils la croisent. Personne ne lui parle plus, sauf par obligation. C'est une morte vivante dans un palais de vivants. » Imaginez ce que cela représente pour une femme qui a régné pendant 13 ans, une femme qui décidait des carrières, qui distribuait les faveurs,
qui était courtisée par toute l'aristocratie française. Du jour au lendemain, elle devient une paria, non pas officiellement, mais dans les faits. Le plus cruel, c'est qu'elle doit continuer à paraître aux cérémonies. Le roi l'exige. Elle doit être présente aux messes, aux soupers, aux bals, aux promenades dans les jardins. Elle doit jouer son rôle de mère des enfants royaux. Elle doit sourire quand on lui parle. Elle doit faire comme si tout était normal. Et pendant ce temps, elle voit Madame de Maintenon prendre sa place, pas officiellement, pas avec le même éclat, mais de façon bien plus profonde. Maintenon devient la confidente du roi, celle à qui il parle de tout, celle dont il cherche les conseils, celle qui l'apaise, qui le console, qui le guide. En 1683, quelque chose d'incroyable se produit. La reine Marie-Thérèse meurt. Et quelques mois plus tard, dans le plus grand secret, Louis XIV épouse Madame de Maintenon. Un mariage morganatique, c'est-à-dire un mariage qui ne donne pas à Maintenon le titre de reine, mais qui fait d'elle l'épouse légitime du roi devant Dieu. Montespan assiste à cette transformation en silence. Elle voit l'homme qu'elle a aimé, l'homme pour qui elle a tout sacrifié, y compris peut-être son âme, épouser une autre femme. Une femme qu'elle avait elle-même fait venir à Versailles. Une femme qu'elle avait jugée inoffensive. L'ironie est cruelle. Montespan a fréquenté des sorcières pour garder le roi. Elle a participé à des messes noires. Elle a peut-être tenté de l'empoisonner. Et tout cela pourquoi? Pour le perdre finalement au profit d'une veuve pieuse qui n'a utilisé aucune magie, aucune poudre, aucun sortilège. Juste la bonté, la patience et la vertu. Les années passent. Montespan reste à Versailles, prisonnière dorée de sa propre chute. Elle vieillit, sa beauté se fane, ses cheveux blanchissent, son corps s'alourdit. Elle, qui était la plus belle femme de France, devient une femme ordinaire, puis une femme âgée. Ses enfants, eux, prospèrent. Le duc du Maine devient un prince du sang. Le comte de Toulouse fait une brillante carrière militaire. Ses filles épousent beaucoup de grands princes. Louis XIV les aime sincèrement. Il s'occupe d'eux. Il leur assure un avenir magnifique. Mais il ne parle jamais de leur mère devant eux. Jamais. En 1691, après 10 ans de cette agonie sociale, Montespan obtient enfin la permission de quitter Versailles. Elle a 51 ans. Elle est brisée, humiliée, épuisée. Elle se retire dans un couvent, l'abbaye de Fontevraud, où elle passera les dernières années de sa vie. Là-bas, loin de la cour, loin du roi, loin du pouvoir, Montespan cherche peut-être le pardon. Elle prie, elle fait pénitence, elle donne tout son argent aux pauvres. Elle porte des vêtements simples, elle dort sur une paillasse, elle jeûne, elle se mortifie. Est-ce du remords sincère ou simplement la peur de l'enfer après avoir fréquenté le diable à Versailles? Personne ne peut lire dans son cœur, mais les témoins de l'époque racontent qu'elle pleure souvent, qu'elle parle peu, qu'elle semble porter un fardeau invisible, un poids qui l'écrase jour après jour. Une religieuse qui l'a côtoyée écrit « Madame de Montespan a l'air d'une femme hantée. Elle se réveille la nuit en criant. Elle demande pardon à Dieu pour des fautes qu'elle ne nomme jamais. Elle semble terrifiée par la mort, comme si elle savait ce qui l'attend de l'autre côté. » En mai 1707, Madame de Montespan meurt à 66 ans. Elle s'éteint dans sa cellule de religieuse, entourée de quelques sœurs. Pas de faste, pas de cérémonie grandiose, pas de cortège royal, juste une mort discrète, presque anonyme, pour celle qui avait régné sur Versailles. À Versailles, quand on annonce la nouvelle au roi, Louis XIV ne dit rien. Il hoche simplement la tête. Puis, il continue sa journée comme si de rien n'était. Il ne porte pas le deuil. Il n'ordonne pas de messe spéciale. Il n'en parle pas à ses courtisans. Pour lui, Madame de Montespan était déjà morte depuis 27 ans. Aujourd'hui, quand vous visitez Versailles, vous pouvez voir le portrait de Madame de Montespan. Elle est là, dans la galerie des glaces, immortalisée par les plus grands peintres de son époque. Pierre Mignard l'a représentée au sommet de sa beauté. Elle sourit, elle rayonne. Ses robes sont somptueuses, ses bijoux étincellent.
Elle semble invincible. Mais maintenant, vous savez ce que ce portrait ne dit pas. Vous savez ce qui se cache derrière ce sourire figé. Les messes noires, les poudres d'amour, les tentatives d'empoisonnement, la chute terrible, l'agonie de 27 ans, la mort solitaire dans un couvent. L'histoire de Madame de Montespan nous révèle quelque chose de profond sur le pouvoir, sur Versailles, sur la nature humaine elle-même. Cette femme avait tout, absolument tout. La beauté, l'intelligence, la richesse, le pouvoir, l'amour du plus grand roi d'Europe. Elle vivait dans le palais le plus magnifique du monde. Elle portait les robes les plus coûteuses. Elle commandait à des centaines de personnes. Mais tout cela reposait sur une seule chose, l'amour d'un homme. Et cette dépendance absolue l'a détruite, parce qu'au XVIIe siècle, même les femmes les plus puissantes ne détenaient leur pouvoir que par procuration, à travers un père, à travers un mari, à travers un amant royal. Elles n'avaient aucun pouvoir propre, aucune position qui ne dépende pas d'un homme. Montespan le savait, elle l'a toujours su, et cette conscience l'a terrorisée. Quand elle a senti que Louis XIV se détachait d'elle, elle a paniqué, parce que perdre le roi signifiait tout perdre, son statut, sa richesse, son influence, sa raison d'exister. Elle serait rejetée, humiliée, oubliée, exactement comme Louise de la Vallière avant elle. Alors elle a fait l'impensable. Elle s'est tournée vers la sorcellerie, vers les messes noires, vers les poisons, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était désespérée, parce qu'elle n'avait aucune autre option, aucun autre moyen de garder ce qu'elle ne pouvait pas retenir. Et c'est là toute la tragédie. Montespan n'était pas un monstre. C'était une femme intelligente, brillante même, piégée dans un système qui ne lui laissait aucune issue. Un système où les femmes devaient se battre entre elles pour la faveur d'un homme, où elles devaient utiliser tous les moyens possibles, même les plus sombres, pour survivre. L'affaire des poisons révèle aussi quelque chose de terrifiant sur Versailles lui-même. Ce palais que nous admirons aujourd'hui pour sa beauté, pour son architecture, pour ses jardins, était en réalité un lieu de peur constante. Sous les ors et les fastes, il y avait la jalousie, la trahison, les complots, les empoisonnements. Des dizaines de nobles ont fréquenté la Voisin et ses semblables. Pas seulement Montespan, des duchesses, des comtesses, des princes même. Tous cherchaient des solutions magiques à leurs problèmes. Un mari gênant, une rivale encombrante, un héritage qui tarde à venir, et ils étaient prêts à payer n'importe quel prix, y compris le prix de leur âme. Louis XIV a fait le choix d'étouffer cette vérité. Il a dissous la chambre ardente, il a scellé les documents, il a fait taire les témoins. Pourquoi ? Pour protéger la monarchie, pour éviter que la France entière découvre que l'aristocratie, censée être l'élite du royaume, fréquentait des sorcières et des empoisonneuses. C'était un choix politique, un choix de raison d'État, mais c'était aussi un choix moral discutable. Parce qu'en protégeant la monarchie, Louis XIV a sacrifié la justice. Des coupables n'ont jamais été jugés, des crimes n'ont jamais été punis, des victimes n'ont jamais obtenu réparation. Et Montespan, elle a été punie, certes, mais d'une façon qui n'a jamais été officialisée. Elle a vécu 27 ans dans l'humiliation et la honte, sans jamais avoir eu droit à un procès, sans avoir pu se défendre, sans que la vérité complète soit établie. Était-elle vraiment coupable de tout ce dont on l'accusait ? A-t-elle réellement tenté d'empoisonner le roi ? Ou certaines accusations étaient-elles exagérées, arrachées sous la torture à des témoins qui disaient ce que leur bourreau voulait entendre ? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Les documents scellés par Louis XIV n'ont été ouverts qu'au XIXe siècle, 150 ans plus tard. Et même alors, certaines pages avaient disparu, brûlées, détruites, effacées de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que Madame de Montespan a payé un prix terrible. Elle a tout perdu. Sa beauté s'est fanée. Son pouvoir s'est évaporé. Ses dernières années ont été une lente descente vers l'oubli et la mort. Et pourtant,
D'une certaine façon, elle a gagné l'immortalité. Son histoire a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, plus de 300 ans après sa mort, nous parlons d'elle. Nous nous interrogeons sur elle. Nous sommes fascinés par sa trajectoire incroyable, par sa grandeur et par sa chute, parce que son histoire est aussi la nôtre. C'est l'histoire de l'ambition humaine, de la peur de perdre ce que nous aimons, de la tentation de franchir toutes les limites morales pour conserver ce qui nous échappe. C'est l'histoire de la fragilité du pouvoir et de la dignité humaine face à la corruption. Quand vous regarderez à nouveau les images de Versailles, ces jardins parfaits, ces salons dorés, ces miroirs étincelants, souvenez-vous. Souvenez-vous que derrière cette perfection apparente se cachaient des secrets terribles, des femmes désespérées qui cherchaient des sorcières dans les ruelles sombres de Paris, des messes noires célébrées pour obtenir l'amour d'un roi, des poisons mélangés à la nourriture royale. Souvenez-vous de Madame de Montespan, cette femme qui avait tout et qui a tout perdu, cette femme qui a cru pouvoir acheter l'amour éternel auprès des forces obscures, cette femme qui a découvert que certains prix sont trop élevés, même pour une favorite du roi Soleil. Son histoire nous rappelle que le prestige, aussi éclatant soit-il, peut reposer sur des fondations de cendres, que les secrets, même enterrés dans les archives royales, finissent toujours par ressurgir, et que l'humanité, à toutes les époques, reste capable du meilleur comme du pire. Le secret qui a détruit Madame de Montespan n'était pas seulement celui des messes noires ou des poisons, c'était le secret de sa propre fragilité, de sa dépendance absolue, de sa peur de n'être rien sans le roi. Et ce secret-là, finalement, l'a dévorée vivante.